Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres. La vice-présidente de la République, Mme Mariam Chabi Talata, représente le chef de l'État à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Un cadre de dialogue de haut niveau entre le Japon, les pays africains et partenaires de développement a été mis en place. La journée mondiale de l'aide humanitaire a été célébrée hier 19 août 2025. La communauté internationale rend hommage aux personnes qui assistent les populations touchées par les conflits, les catastrophes naturelles. Elle commémore également l'attentat de 2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad. Sur le plan international au Mali, 2 attaques djihadistes simultanées dans la région de Ségou. En République démocratique du Congo, plus de 140 civils, majoritairement tous exécutés par le M23. En Afghanistan, 78 morts dans l'accident d'un car transportant des migrants de retour d'Iran. La vice-présidente de la République du Bénin, Mme Mariam Chabi Talata Zimeyirima, représente le chef de l'État à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Un cadre de dialogue de haut niveau a été instauré entre le Japon, les pays africains et partenaires de développement. En marge des activités officielles de la TICAD 9, la vice-présidente a eu plusieurs rencontres bilatérales. Suivez donc le compte-rendu avec Jérôme Mungbo et Mohamed Bio. La vice-présidente de la République du Bénin a enchaîné plusieurs échanges stratégiques avec des figures clés du partenariat Nippo-Afrique à Yokohama. Je vous remercie de ma part également. Avec la JICA, Agence japonaise de coopération, les échanges ont porté sur un prêt concessionnel d'environ 50 millions de dollars dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé cofinancé avec la BAD, Banque africaine de développement. Le Bénin compte 65 années de relations diplomatiques, de coopération avec le Japon. Mais depuis les années 1980, le Bénin n'a plus obtenu de prêts concessionnels du Japon. Mais cette forme de financement vient de redémarrer avec l'intérêt que la JICA a manifesté pour l'un de nos programmes. En réalité, en 2023, le Bénin a mis en place un programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé, qui a eu des résultats extraordinaires en 2023 et en 2024, avec des financements successifs de la BAD. Nous sollicitons en fait un appui complémentaire de la JICA pour finaliser le financement en fait de l'intégralité des phases que concerne en fait cet échangeur qui va désenclaver les routes de Cotonou, éviter en fait la congestion, la pollution. Quant au développement du secteur privé et surtout en prêt, la décision finale dépend du gouvernement japonais. Mais de notre côté aussi, on a continué nos efforts d'étudier la possibilité, tenant compte de cette coopération depuis 1996. Cette année, nous célébrons le 65e anniversaire du partenariat diplomatique entre nos deux pays. En 65 ans, beaucoup de choses se sont passées dans le cadre de cette coopération-là, sur le plan énergétique, au niveau des transports, au niveau de la santé, de l'agriculture. Nous avons bénéficié de l'appui du Japon et depuis 2005, grâce à la JICA, nous bénéficions de l'intervention de jeunes Japonais volontaires travaillant dans différents secteurs. Nous tenons, au nom du peuple béninois, à vous remercier pour ce partenariat fructueux. Sur le plan économique, la vice-présidente a reçu les responsables de l'entreprise Toyota Tsusho Corporation et de CFAO. Les opportunités d'investissement et les perspectives de coopération industrielle ont été au cœur des échanges, avec un intérêt marqué notamment pour les secteurs de la santé et des infrastructures. Le Bénin est un marché consommateur
de vos produits et également consommateurs de vos services. Mais jusque-là, nous faisons du commerce et j'espère qu'avec ce que vous êtes en train de faire à Glotipé, nous allons pouvoir passer également dans l'allée de vos fournisseurs, produisant quelques pièces de vos véhicules que nous achetons déjà. Donc, on aimerait nous aussi être de l'autre côté pour ne serait-ce qu'un début, puisque jusque-là, nous consommons. Au Bénin, nous connaissons votre entreprise depuis des décennies. Et cette entreprise a une bonne réputation de notre pays. En ce qui concerne les infrastructures vertes, nous souhaiterions que la coopération qui a démarré, qu'elle s'accentue, afin que nous puissions bénéficier de votre expertise au niveau de Glotipé. Et ce qui concerne la santé, nous demandons également à ce niveau qu'il y ait un renforcement de la coopération, afin que nos populations puissent également bénéficier de votre appui dans le domaine de la santé, de la sécurité, par rapport à la sécurisation des vaccins. La vice-présidente du Bénin s'est également entretenue avec un groupe de parlementaires japonais. Elle a salué leur rôle stratégique dans le renforcement des relations entre le Japon et l'Afrique à travers la TICAD. À l'occasion du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et le Bénin, les deux parties ont salué la qualité de la coopération bilatérale. La vice-présidente a exprimé sa gratitude pour les projets structurants appuyés par le Japon qui contribuent significativement au développement du Bénin. Les discussions ont également mis l'accent sur la promotion des investissements privés japonais. Les images de l'ouverture officielle de ce sommet seront disponibles dans nos prochaines éditions. Le champion du monde de tir de précision aux Jeux mondiaux de Chengdu au cabinet du président du Conseil économique et social, Marcel Gbetablé, invité par Conrad Baguidi, a partagé avec lui son parcours et sa vision pour donner plus de visibilité à la pétanque béninoise. Marcel Gbetablé, le coach de l'équipe béninoise de pétanque, sont au micro de Ramatou Lawani et Amandine Agnan. Félicitations avec ça. Le président, au premier abord, a cherché à mieux me connaître, également sur mon parcours et ce que je deviens, parce que tout d'abord, le président était vraiment heureux et voulait également partager ce sac qui est de la Chine avec moi. Le président a voulu vraiment aider cette discipline, trouver des solutions à bord avec la fédération et béninoise de pétanque pour faire naître d'autres talents dans cette discipline, que les médailles continuent à toujours tomber, les médailles d'or surtout. Il a d'abord cherché à connaître l'athlète, s'intéresser à ce qu'il fait dans la vie, c'est important. Et il a d'abord cherché à savoir ce que ça peut impacter sur la nouvelle couche sociale, la motivation que cela peut donner à d'autres de devenir champions. Et le président s'est intéressé à ce que le Conseil économique et social peut apporter à la discipline, à la pétanque, pour continuer à faire d'elle une discipline lumineuse qui puisse donner de la visibilité à notre cher pays. La deuxième session administrative de l'année 2025 est lancée à la Haute Cour de justice. Les travaux vont durer 3 jours et vont essentiellement tourner autour des procédures juridictionnelles de l'institution. Voici un extrait des propos de la présidente Dandi Niamou au micro de Estelle Pazou et Ramatou Lawani. 2025 doit être l'année de la concrétisation de nos options pour rendre effective notre vision qui consiste à faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Au cœur de notre session administrative de ce jour se pose la question des audiences juridictionnelles. Nous le savons, la saisine de la Haute Cour de justice n'est pas clairement organisée par le texte. On pourrait la confondre à la notification par l'Assemblée nationale de la décision de mise en accusation.
Mais nous le savons aussi, les textes sont muets sur le traitement à réserver aux plaintes directement déposées à la Cour par des citoyens. L'ambiguïté ou le silence des textes ne saurait justifier l'inaction du juge, surtout lorsqu'on sait qu'aussi clair que le libellé d'une disposition puisse être, dans quelque système de droit que ce soit, il existe des éléments d'interprétation. Dans ces conditions, le juge, dans son office, doit faire œuvre d'interprétation et d'adaptation du droit. Il ne s'agit pas ici du pouvoir normatif du juge détaché de tout ancrage constitutionnel, mais plutôt de s'inscrire dans une démarche, dans une approche pragmatique, en essayant de corriger les silences et les ambiguïtés de la loi par des constructions réfléchies, patientes, mais audacieuses, afin d'en arriver à la réalisation de l'objectif du constituant originel. C'est parti pour 17 jours de manifestation du culte Oro dans le département du Plateau. Cette célébration mystique enracinée dans les communautés Yoruba et Nago du sud du Bénin était très attendue dans les communes de Sakété, Ifanyi, Pobé, Kétou et Adjawéré. Le point de la cérémonie du lancement des festivités avec Yves-Patrick Loco et Calvador Arwanou. Devanture de la forêt sacrée de Sakété. Les natifs de la commune et leurs invités ont pris d'assaut le lieu pour ne pas se faire compter le début des manifestations du culte Oro édition 2025. C'est l'identité des Nago que nous sommes. Et ça se passe chaque année ici. Les dignités ont fini les rituels à l'intérieur, n'est-ce pas, pour implorer nos dieux, pour implorer nos aïeux, n'est-ce pas, pour qu'ils bénissent la ville. Une ouverture officielle empreinte de solennité est le prélude aux autres programmes de la cérémonie, avec notamment 3 fermetures rituelles. Les jours de fermeture marqués par des restrictions de circulation et la suspension de toute activité publique vont différer selon les villages des arrondissements de Sakété. Que ce soit chrétien, que ce soit musulman, que ce soit païen, c'est le seul culte qui nous réunit. Vous voyez, nous fêtons la fête de Gougoum aussi ici, n'est-ce pas? Mais la fête de Gougoum, c'est destiné à certaines familles. Mais la fête de Oro, c'est tout le monde, c'est toute tendance confondue. Nous devons continuer quand même à réfléchir sur la manière de nous organiser pour en faire quand même un événement culturel et cultuel très important et qui va vraiment continuer à drainer du monde. Je souhaite une bonne fête à nous tous, que les bénédictions soient, pour que les élections qui vont se dérouler en 2026 puissent se dérouler dans la paix. Les responsables de culte en ont beaucoup parlé et ils ont beaucoup prié pour le président Patrice Talon pour tout ce qu'il a fait pour le pays. À la manœuvre des rituels, l'association des adeptes du culte Oro de Sakété, dont le rôle est d'assurer entre autres le maintien de l'ordre public, la fluidité de la circulation, la protection des infrastructures publiques et culturelles ou encore la prévention des nuisances sonores et les actes violents. Le respect des jours de culte des autres religions est également dévolu à l'association. On note que seul le village de Takon n'est pas concerné par la célébration. La direction départementale des sports et du département de l'Aliborie a organisé la 7e édition du Festival des activités ludiques. Plusieurs disciplines ont été mises en compétition cette année. C'est la commune de Banikwara qui a accueilli les manifestations au plan départemental. Nestor Sela et Judicaël Ayena pour le reportage. La 7e édition du Festival départemental des activités ludiques met en compétition 4 disciplines. Adji, Dame, Tabourou et Buntu. Sherifa Toubio Batonou gagne le premier prix dans la discipline Buntu. J'ai l'habitude de jouer ça à la maison, c'est pour ça que j'ai gagné ça. Je suis fière de moi-même. L'auditoire a suivi avec plaisir plusieurs challenges. Les premiers de chaque catégorie partent avec des trophées, des médailles et des enveloppes financières. Et nous sommes très heureux d'avoir participé à cette compétition. C'est-à-dire de gagner, et cela dépend de compétences. Alors, il faut bien savoir entraîner et savoir bien veiller sur le jeu que tu fais.
Vraiment, nous organisateurs, nous tenons beaucoup à les remercier. Notre innovation, cette année, nous avons pu intégrer l'approche genre en intégrant une discipline que nous avons appelée Bluetooth, qui est pour la plupart fréquentée par nos sœurs, les jeunes filles. Je tiens à exprimer ma profonde satisfaction quant au déroulement, à la participation et à la qualité du jeu. Nous avons réussi à travers ce jeu à faire la promotion des valeurs éthiques telles que la créativité, l'intelligence, le fair play et la collaboration. Participants et le directeur départemental des sports de la Liborie prennent l'engagement de promouvoir les activités ludiques dans les 6 communes de la Liborie. Parakou Wangara est désormais un creuset d'unité autour d'un grand marché. À Parakou, les habitants des 2 quartiers qui entourent le grand marché se sont unis autour de l'initiative baptisée Parakou Wangara. Désormais érigée en véritable creuset de cohésion sociale, cette dynamique communautaire porteuse d'espoir et de solidarité a été officiellement mise en valeur lors d'une rencontre réunissant les forces vives de la cité. Olviga Messan et Enoch Humpati pour le reportage. À Parakou, les filles et fils des quartiers Yarakene et Yeboubéré s'unissent pour créer une nouvelle dynamique et écrire une histoire commune grâce à l'association Parakou Wangara. Le nom Parakou Wangara a été donné pour nous permettre de nous réunir, nous, fils et filles des 2 quartiers d'origine qui en réalité se sont installés autour du marché Arzeke. C'est de s'unir et de parler d'une seule voix pour être plus fort dans la contrée de Parakou. On a constaté que la cohésion sociale était une identité, une tradition au sein de cette communauté et aujourd'hui, cette cohésion sociale est en train de s'effriter. Donc on aimerait que notre génération aussi bénéficie de cette cohésion sociale que les générations passées nous ont léguée. Sur le plan intellectuel, aujourd'hui, dans toutes les maisons, il y a des cadres. Il faut qu'une organisation fêtière s'occupe de l'émergence de ces cadres et de leur promotion. Il y a toutes les catégories d'artisans au sein de cette communauté, mais qui ont besoin d'une formation, d'un encadrement, d'un accompagnement. Parakou Wangara symbolise désormais le renouveau d'une communauté soudée, déterminée à progresser ensemble pour développer la cité. Auparavant, il y avait eu Al-Kawali, il y avait eu Al-Heri, mais après, tout ça est parti. Je les ai exhortés à s'unir plus, à s'entendre et à éviter des guéguerres. Tous ceux qui sont là proviennent de beaucoup de partis politiques. Il y a des gens qui se sont retrouvés il y a 10, 20, 30, 40 ans aujourd'hui, mais qui se sont vus aujourd'hui, qui se disent « Ah, mais toi tu vis, ils vivent, ils sont pourtant dans Parakou ». La rencontre s'est achevée dans une ambiance chaleureuse, faite de partage et de fraternité. Nous restons à Parakou. 250 meilleures écolières des 4 départements du nord du Bénin et des collines participent du 17 au 23 août à la 4e édition de la colonie de vacances organisée pour les filles. Elle est placée sous le thème « Éducation à la citoyenneté et promotion de l'égalité et de la cohésion dans les communes et écoles du nord et du centre ». Une initiative qui entend renforcer le leadership féminin et lutter contre les mariages précoces. Ronald Robinson et Abdoulafou Idrissou. 250 écolières venues de 33 communes, des collines et des 4 départements du Nord Bénin participent à Parakou à une colonie de vacances axée sur leur éducation et leur épanouissement. Initiée il y a 8 ans par la préfète de l'Atakora et l'association Les Championnes, avec l'appui de divers partenaires, l'initiative vise à lutter contre les mariages précoces et forcés, les grossesses en milieu scolaire et la vulnérabilité des enfants. Cette colonie de vacances est un acte très fort qui vise à promouvoir et célébrer l'excellence. Donc c'est une contribution importante et stratégique pour promouvoir l'éducation des filles qui est une étape importante vers le leadership féminin. Je voudrais saluer ici le leadership du gouvernement du Bénin. Chères filles, vous repartirez avec une expérience unique, mieux aguerrie sur vos droits. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'accélération de l'éducation et du bien-être des filles du Bénin, bénéficie du soutien de Plan International, de l'UNFPA et de l'ambassade des Pays-Bas. Grâce aux politiques progressives, les filles
Les femmes sont plus soutenues, plus encouragées de vivre une vie saine et en chassant l'excellence. Jamais autant de filles n'ont été inscrites à l'école qu'en 2023. Donc c'est vraiment une réussite. Les participantes, encadrées par des spécialistes, suivront des formations sur le leadership féminin, la protection de l'enfant, la santé sexuelle et reproductive, la prise de parole en public, l'intelligence artificielle et les secrets de la réussite scolaire. Je voudrais reconnaître le travail remarquable et tant apprécié que mène l'Institut national de la femme, dont la présidente est la marraine de la présente édition. Certaines d'entre ces filles auront l'opportunité d'être intégrées aux plateformes internationales de l'UNICEF, comme le sommet des filles prévu en octobre prochain à Dakar. Clarifier, rassurer et lever les zones d'ombre autour du processus électoral, c'est l'objectif de la formation initiée par l'ANIP à l'endroit des partis politiques. Au menu, présentation de la plateforme numérique et explication des réformes liées au transfert et à l'identification des centres de vote. Christelle Tongodo et Macléode Adam-Oussodé pour le reportage. La formation a permis de présenter aux participants la plateforme numérique de l'ANIP et de clarifier le processus de confection de la liste électorale informatisée qui servira aux élections générales de 2026. Tout citoyen béninois jouissant de ses droits civils et politiques et atteignant 18 ans au plus tard le 11 janvier 2026, y sera pris en compte. Vous avez voté en 2023 et vous obtenez un certificat de résidence ou vous effectuez une déclaration de résidence. Une déclaration de résidence, le système vous conservera toujours votre centre de vote. La déclaration de résidence est gratuite et se fait auprès du chef de quartier ou de village. Elle nécessite un document portant le NPI du déclarant et le NPI d'un témoin. Les partis politiques présents ont découvert les différents outils mis à disposition, guichet unique dans les mairies, application mobile anip.bj et plateforme en ligne. Autant de canaux qui offrent des garanties de transparence et permettent aux participants de repartir avec plus de confiance et d'assurance dans le processus. Cette formation nous a permis de savoir comment accéder à nos documents sur la plateforme, comment changer son bureau de vote sur la plateforme et comment également aider la population qui ne maîtrise pas exactement l'utilisation de cette application. Donc c'était une journée pleine de motivation. Le DG ANIP m'a promis, lors de nos activités, meetings, réunions, et s'ils sont avertis, qu'ils pourraient se déplacer pour venir opérer le transfert au niveau de nos ateliers. Je crois que c'est important, nous saluons cette initiative et toutes les mesures seront quand même prises pour que personne ne soit laissé en rade. Une initiative qui rapproche l'ANIP des citoyens et renforce la confiance autour des élections à venir. Les femmes de l'Union progressiste, le renouveau de l'arrondissement de Banikwara se mobilisent pour défendre les idées du parti Baobab à travers une sortie populaire pour réaffirmer leur adhésion à ce parti. La cérémonie s'est déroulée ce week-end à la Maison des Jeunes de Banikwara. Images et sons avec Nestor Sela et Judicaël Ayena. Ces femmes de l'arrondissement central de Banikwara réaffirment leur appartenance à l'Union progressiste Le Renouveau. Les femmes de Banikwara entendent être proactives pour appuyer les efforts des sections et sous-sections déjà très bien fonctionnelles. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que vous ne vous êtes pas trompés. L'UPR incarne l'espoir d'un changement pragmatique. Ces propositions sur l'autonomisation des femmes, l'éducation et l'emploi des jeunes résonnent avec nos convictions. Après avoir appréhendé les idéologies du parti Union progressiste Renouveau, vu et appréhendé les stratégies de mise en œuvre des différentes initiatives, nous venons par un grand oui dire nous adhérons car
vous êtes bien organisés. Je déclare solennellement notre adhésion au parti Union progressiste Le Renouveau. Chères braves femmes de l'arrondissement central de Banikwara, au nom du président de l'Union progressiste Le Renouveau, M. Joseph Djogbenou, nous vous accueillons avec joie, à bras ouverts, à l'Union progressiste Le Renouveau. Par cet acte, l'Union progressiste Le Renouveau s'enracine davantage à Banikwara, la cité de l'or blanc. La journée mondiale de l'aide humanitaire a été célébrée hier 19 août. À travers sa célébration, la communauté internationale rend hommage aux personnes qui assistent les populations touchées par les conflits, les catastrophes naturelles. Elle commémore également l'attentat de 2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad. Jennifer Sachivi nous propose un zoom sur cette journée et sur les bienfaits de l'aide humanitaire. Nous étions le 19 août 2003. Un attentat à la bombe au siège des Nations Unies à Bagdad faisait 22 morts et plus de 150 blessés, principalement des travailleurs humanitaires internationaux et locaux. L'attaque ayant eu lieu dans un contexte de guerre en Irak a marqué un tournant dans la manière dont l'ONU et les organisations humanitaires opèrent en montrant que leur personnel pouvait être une cible. Ainsi a été instituée la Journée mondiale de l'aide humanitaire qui est avant tout un creuset de réflexion sur la sécurité du personnel humanitaire et les mesures pour améliorer leur protection. Cette journée est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie au cours de leur engagement humanitaire et célébrer l'esprit du travail humanitaire à travers le monde. Différentes initiatives sont mises en place depuis toutes ces années pour honorer ceux qui font face aux dangers et à l'adversité pour aider les autres. Renforcer la solidarité mondiale et autonomiser les communautés locales, c'est le thème de cette année. Il met un point d'honneur sur la reconnaissance du rôle essentiel, parfois banalisé, des acteurs locaux dans les réponses humanitaires. À travers ce thème, c'est un cri d'alerte qui est lancé. Le système humanitaire est de plus en plus à bout de souffle, sous-financé, débordé et attaqué. Au milieu des bombes et des catastrophes, les travailleurs humanitaires sauvant des vies au péril de la leur sont eux-mêmes pris pour cible. En 2024, plus de 380 travailleurs humanitaires ont été tués, certains dans l'exercice de leurs fonctions, d'autres chez eux. Des centaines d'autres ont été blessés, kidnappés ou détenus selon des chiffres de l'ONU. L'appel est donc lancé cette année, agir pour l'humanité et éloigner du gouffre. Ce message invite chaque acteur, chaque citoyen à contribuer à la transformation de l'indignation mondiale en une pression réelle sur les dirigeants. L'objectif étant de protéger les travailleurs humanitaires et les civils qu'ils aident, respecter le droit international humanitaire, mais aussi et surtout financer les moyens de survie. Sublimer les saveurs et révéler les talents culinaires, c'est le défi relevé par de jeunes apprenants en cuisine à l'occasion d'un concours organisé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Venus de différentes écoles de formation en cuisine, les participants se sont dépassés entre gestion du temps et stress tout au long de cette compétition. Reportage avec Saint-Tiche Quimpon et Mathieu Sokenou. C'est dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale que ces candidats ont fait preuve de savoir-faire dans l'art culinaire. La pâte noire à la sauce sésame et du crin-crin, du bomiwa au poulet étaient les plats vedettes de cette compétition. Pour le temps d'évaluation, nous vous donnons 1h30. Au départ, ils étaient 14 candidats en lice. À l'issue des délibérations, Rita Gloria, femme au foyer et mère de 3 enfants, décroche la première place du classement. Après avoir cuit le poulet, j'ai bien assaisonné avant de faire griller. Je suis très émue et très contente. Je donne toute la gloire à Dieu. Ça donne envie d'aller plus loin. La préparation des mets, des repas
comparativement à ce que nous voyons au bord des voies, ça les motive à être plus hygiéniques. La session prochaine, nous allons faire l'effort d'associer plus les établissements, même ceux-là qui ne sont pas encore sur la liste. Les autres candidats n'ont pas démérité. Ils repartent avec des lots d'encouragement. À travers cette initiative, le ministère du Tourisme et de la Culture entend valoriser les jeunes talents et consolider la place de la gastronomie dans le patrimoine culturel national. Les évangéliques d'Afrique francophone sont en conclave au Bénin dans le but de former et équiper les futurs leaders. Alain Sochoumain et Élisée Degbeyon étaient à la cérémonie d'ouverture et nous font le point dans ce reportage. Le monde évangélique francophone est en réflexion à Cotonou. C'est à travers un congrès qui aborde 3 grands axes. La première thématique, axe 1, portera sur la problématique herméneutique. Le deuxième axe va porter sur la problématique de l'homosexualité et de la polygamie. Le troisième axe, le dernier, portera sur la problématique du divorce et du remariage. Les leaders évangéliques de l'Afrique francophone tiennent à recentrer l'Église au cœur de la nation et de la société. L'éthique chrétienne doit guider le choix dans l'éducation, l'économie, la justice, la gestion des ressources publiques, la défense de la famille et de la dignité humaine. Il doit se nouer un partenariat entre l'Église et l'État pour une Afrique transformée. Il n'y a pas d'opposition entre l'autel et la République. Nous nous rassemblons ici pour rafraîchir notre amitié évangélique francophone. Malheur à l'homme ou aux chrétiens qui fait cavalier seul. Nous sommes réunis ensemble pour communier ensemble. Nous sommes donc ensemble pour chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Ce congrès n'est pas avant tout théologique ou éthique. Ce congrès est avant tout spirituel. Nous cherchons à nous rapprocher davantage de Dieu pendant ces quelques jours que nous passons ensemble en tant qu'évangéliques d'Afrique francophone. Le congrès des évangéliques d'Afrique francophone, qui dure 3 jours, va donner aux délégations participantes les outils nécessaires pour mieux impacter le développement sur le continent. Le corridor Abidjan-Lagos veut fluidifier les échanges commerciaux à la frontière de Sémé-Kraké. Une séance d'échange et de restitution s'est tenue avec les différents acteurs afin d'harmoniser les procédures et assurer un fonctionnement permanent du poste frontalier. Le point avec William Choki et Igor Ayosso. De longues files de camions chargés de marchandises, immobilisés à la frontière de Sémé-Kraké. Une image qui traduit à la fois l'intensité des échanges commerciaux sur le corridor Abidjan-Lagos et le défi lié à la fluidité du trafic. Ce qu'on a constaté qui doit être amélioré, c'est le temps des opérations. Donc la coordination, la synchronisation entre les divers acteurs. Il y a les services de la douane, il y a les services de police, les services phytosanitaires, de forêt, eau et chasse, qui est de notre ministère, et autres. Donc tout ce monde doit synchroniser leurs opérations et étendre le temps de travail pour que le passage à nos frontières soit vraiment fluide. Pour y remédier, cette séance d'échange des différents acteurs impliqués dans la gestion du poste frontalier, harmoniser les procédures et instaurer un fonctionnement permanent du poste frontalier ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Le processus a été qu'il y a eu cette consultation. Aujourd'hui, nous venons donc pour la restitution de la consultation, suivie donc d'une feuille de route qui sera établie. Et donc, ça sera la mise en œuvre de cette feuille de route qui va permettre donc de pouvoir aller de façon progressive à cette ouverture 24 heures sur 24. Parce que pour que les services soient opérationnels, il faut également plusieurs actions qui ont besoin d'un certain délai de temps en termes d'actions à court, moyen ou long terme. Avec cette harmonisation, les postes frontaliers vont désormais répondre aux standards internationaux, une étape clé pour dynamiser le commerce sous-régional et renforcer le rôle stratégique du corridor Abidjan-Lagos.
Le Bénin effectue un départ fulgurant au championnat ouest-africain d'athlétisme, région 2 à Accra. 3 médailles d'or, 1 en argent et 2 en bronze. Un bilan déjà élogieux pour cette première journée marquée par des records battus et des performances de haut niveau. Retour sur ce démarrage prometteur des ambassadeurs béninois avec nos envoyés spéciaux à Accra, Jules Kouaïkou et Blaise Adankpo. Il ne pouvait pas mieux débuter les championnats ouest-africains d'athlétisme de la région 2 à Accra. 3 fois, l'hymne national béninois a retenti dans le stade de l'université d'Accra grâce aux performances éclatantes des ambassadeurs béninois. Alors pour le compte du Bénin, il faut dire que c'est une satisfaction. Les athlètes ont pu honorer grandement le pays et donc honorer les couleurs nationales en remportant de manière globale 3 médailles d'or, 1 médaille argent et 2 médailles de bronze. Azorin Sylvain s'est montré impérial sur le 1500 mètres. Auteur d'une course maîtrisée de bout en bout, il surprend ses adversaires dans la dernière ligne droite et s'impose en 3 minutes 49 secondes 56 tièces. Non seulement il bat son record personnel, mais il signe aussi un nouveau record national. Je n'arrive pas à même m'exprimer en fonction du temps que je viens de faire parce que j'ai battu le record de l'équipe nationale que détient le coach Joachim Balog depuis un bon moment et il m'a promis que je dois battre son propre record afin que lui sent en lui-même qu'il a fait un travail plus mieux qu'avant. Attendu et annoncé comme une chance de médaille, Odette Sawekwa n'a pas tremblé. Restée patiente dans les starting blocks jusqu'au sprint final, elle arrache l'or avec brio en battant son record personnel. Améliorer mes performances, c'était à 2,07,479. Aujourd'hui, j'ai fait 2,03,421. Je suis tellement trop fière de moi-même. En lancer de poids, Tchédé Brigitte s'illustre avec un G à 11,33 m, synonyme d'or, tandis que sa compatriote Midomide Béatrice termine avec un lancer à 10,29 m. Et sur le 100 mètres haies, Aïe Godness, malgré une chute, arrache une belle médaille de bronze derrière les cadors Salima du Ghana et Touré du Burkina Faso. En combiné, faute de compétition complète, Aldo Adjagbodjou et Farid Aïdou se sont alignés sur le 110 mètres haies où ils terminent respectivement 6e et 5e avec des chronos de 15,89 et 15,84. Enfin, sur le 100 mètres dames, Agenda Elziane échoue de peu au pied du podium avec une prometteuse 4e place. À la série, j'avais couru avec la Nigériane qui était très très forte. C'était une athlète olympique du coup. J'étais tellement contente de la course, de la série. Et la finale aussi, je me suis sentie bien dans la course. J'ai fait ma course, je n'ai pas suivi, je n'ai pas voulu la suivre, mais j'ai fait ma course. Et c'est parce que Dieu a décidé autrement. Et je pense que la 4e place, c'est pas démérité. Entre médaille d'or, record personnel et promesses d'avenir, le Bénin s'offre une entrée remarquée dans ces championnats ouest-africains, confirmant ses ambitions sur la scène régionale. Nous passons à la page internationale de ce journal. Au Mali, 2 attaques djihadistes simultanées dans la région de Ségou. En République démocratique du Congo, plus de 140 civils majoritairement Hutus exécutés par le M23 selon un rapport du HRW. Voilà, en Afghanistan, 78 morts dans l'accident d'un car transportant des migrants. De retour d'Iran, au même moment, l'Afghanistan célèbre l'anniversaire de son indépendance. Suivez. Au Mali, 2 attaques simultanées ont visé ce mardi les positions de l'armée dans la région de Ségou, au centre du pays. Ces assauts ont été revendiqués par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. L'ONG américaine Human Rights Watch accuse ce mercredi le groupe armé M23 d'avoir exécuté sommairement plus de 140 civils, majoritairement provenant d'au moins 14 villages et communautés agricoles dans l'est de la République démocratique du Congo.
Quittons le Congo pour le Gaza, les apports d'aide humanitaire continuent d'affluer par avion. Des images partagées par l'armée jordanienne montrent un avion de transport larguant de l'aide humanitaire. Après presque 2 années de guerre, l'ONU alerte sur la menace d'une famine généralisée à Gaza, combinée à une pénurie d'eau et de soins médicaux. Au Pakistan, après 5 jours de pluie torrentielle, les habitants pataugent dans les rues, inondés après de fortes pluies à Karachi. Certains usagers ont été pris au piège par les eaux et plusieurs quartiers ont été touchés par des coupures d'électricité. Ce 20 août, jour du 106e anniversaire de l'indépendance de l'Afghanistan vis-à-vis de l'influence britannique, a été marqué par une démonstration militaire incluant des hélicoptères et des avions de chasse. Toujours en Afghanistan, près de 80 personnes, dont une majorité de migrants de retour d'Iran, ont péri mardi soir dans un grave accident de la route. Il s'agit d'un autocar qui est entré violemment en collision avec une moto et un camion qui transportait du carburant, provoquant un incendie. Des centaines de passagers sont secourus à Bombay après qu'un monorail est tombé en panne en pleine mousson. Les pompiers utilisent une échelle pour évacuer les voyageurs restés coincés à l'intérieur pendant près de 2 heures. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. En nouvelle diffusion, la série L'Itapo à 21h. À 21h30, un documentaire L'homme, le loup et le lion qui nous conduit donc dans un parc à la découverte de la faune sauvage, la conservation des espèces et la photographie animalière. À 22h30, retrouvez votre magazine Les Maternelles d'Afrique. À 23h, les annonces nécrologiques. Et à 23h30, votre édition du soir. Très bonne suite de programmes sur Bénin TV.